La lame du couteau trancha l'air avec un sifflement mortel, stoppé net par le poing ganté de cuir qui l'écrasa contre le mur humide du sous-sol parisien. Personne ne touche à ce garçon, gronda une voix rauque, imprégnée d'un accent texan qui claqua comme un fouet dans la pénombre. Et dans ce chaos de cris étouffés et de regards voraces, Gabriel leva les yeux vers son sauveur, un cow-boy aux yeux bleus comme le ciel du Far West, ignorant encore que ce regard scellerait son destin en une trahison plus profonde que les abysses de la Seine. Martin Reilly n'avait jamais cru aux fantômes du passé, pas même quand il hantait les ruelles pavées de Montmartre sous la lune voilée de Paris. À 42 ans, il avait fui les plaines arides du Texas pour ses collines de vignes en Provence, où il élevait des chevaux dans une ferme isolée près d'Aix-en-Provence. Cow-boy dans l'âme, il portait encore son Stetson cabossé et ses bottes éraflées, vestiges d'une vie où les hommes se mesuraient à la force de leurs lasso et non à la finesse de leurs mensonges. Mais ce soir-là, en novembre 2025, les fantômes l'avaient rattrapé, déguisé en enchères clandestines dans les catacombes d'un hôtel particulier du Marais. Il était venu par curiosité, ou peut-être par masochisme. Un vieil ami, un antiquaire aux lèvres minces nommé Lucien, lui avait glissé l'adresse lors d'un apéritif aux zinc d'un bistrot enfumé. Des curiosités rares, Martin. Des âmes perdues, même. Les mots avaient résonné comme un écho lointain, mais Martin, avec son cœur endurci par des amours fugaces et des nuits solitaires, avait ri. Il n'avait pas ri longtemps. La salle était un antre de velours rouge et de cristal terni, éclairé par des lustres qui projetaient des ombres dansantes sur les visages masqués des enchérisseurs. Des hommes en smokings impeccables, des femmes aux bijoux étincelants, tous venus pour le frisson interdit d'une vente aux enchères où l'on ne marchandait pas que des tableaux volés ou des reliques oubliées. Non, ici, on vendait des vies. Des dettes impayées transformées en chaînes invisibles, des corps offerts comme des lots de vin millésimés. Martin s'était assis au fond, son chapeau rabattu sur les yeux, sentant l'odeur âcre de la sueur et du désespoir. Puis, le lot numéro 7 avait été annoncé. Gabriel Moreau, 25 ans, artiste en détresse. Dette familiale, 200 000 €. Ouverture des enchères à 50 000. La voix du commissaire-priseur, un homme chauve aux lunettes cerclées d'or, glissait comme de l'huile sur une lame. Et là, sur l'estrade surélevée, pieds nus et torse nu sous une chemise déchirée, se tenait un jeune homme aux cheveux noirs en désordre, aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux en automne. Gabriel. Son corps mince, marqué par des ecchymoses discrètes, tremblait légèrement, mais sa mâchoire serrée trahissait une fierté farouche. Il balaya la salle du regard, et pour un instant, ses yeux s'accrochèrent à ceux de Martin, un appel muet, un fil tendu entre deux âmes errantes. Martin sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas de la pitié, c'était un feu primal, un désir brut qui montait en lui comme une tempête du désert. Il avait connu des amours éphémères des cow-boys dans les bars de Houston, des poètes dans les cafés de Saint-Germain, mais rien qui ne les consumait ainsi en un regard. Les enchères grimpèrent vite, 60 000, 80, 100. Des mains gantées se levaient, des murmures cupides emplissaient l'air. Quand un homme au visage scarifié offrit 150, Martin se leva d'un bond, sa voix tonnant comme un coup de tonnerre, 210 000. Un silence de mort s'abattit. Le commissaire-priseur cligna des yeux, puis martela son marteau. Adjugé au gentleman texan. Martin n'hésita pas. Il traversa la salle en trois enjambées, ignorant les regards hostiles, et grimpa sur l'estrade. Gabriel recula d'un pas, son souffle court, mais Martin leva les mains en signe de paix. « Je ne suis pas comme eux, gamin. Viens avec moi. » Sa voix était douce maintenant, un murmure rocailleux teinté d'un accent qui évoquait les prairies infinies. Gabriel hésita, puis hocha la tête, ses doigts effleurant ceux de Martin dans un contact électrique qui fit frissonner l'air entre eux. Dehors, la nuit parisienne les enveloppa comme un manteau froid. La Seine scintillait sous les ponts, et les lumières de Notre-Dame veillaient au loin. Martin guida Gabriel vers sa vieille camionnette Ford, garée dans une ruelle étroite. « Où m'emmènes-tu » murmura Gabriel, sa voix brisée par l'épuisement. « Chez moi. En Provence. Loin de ces vautours. » Ils roulèrent en silence, la radio diffusant une vieille chanson de Johnny Hallyday qui parlait d'amour perdu. Gabriel s'endormit contre l'épaule de Martin, et pour la première fois depuis des années, le cow-boy se sentit vivant, comme si ce garçon était la clé d'un coffre qu'il avait longtemps cru vide. À l'aube, ils arrivèrent à la ferme. Les champs de lavande endormis s'étendaient sous un ciel rosé, et les chevaux hennissaient doucement dans l'écurie. Martin installa Gabriel dans une chambre aux murs blanchis à la chaux, avec un lit en fer forgé et une vue sur les collines. « Repose-toi. On parlera plus tard. »
Mais Gabriel, les yeux cernés, attrapa son poignet. Pourquoi m'as-tu sauvé? Qu'est-ce que tu veux en échange? Martin rit doucement, un rire grave qui vibra dans sa poitrine. Rien que tu ne veuilles donner, petit. Et dans ce petit, il y avait déjà une tendresse interdite, un fil qui se nouait entre eux. Les jours suivants furent un balai hésitant de silence et de regards volés. Gabriel, fils d'un galeriste ruiné par des dettes de jeu, avait été piégé dans ce monde souterrain par des créanciers impitoyables. Il peignait en secret, des toiles abstraites où les bleus et les verts se mêlaient en tourbillons de passion refoulée. Martin le découvrit un matin, dans l'atelier improvisé de la grange, un pinceau à la main, torse nu sous la lumière filtrée par les lattes de bois. « C'est beau » murmura le cow-boy, s'approchant par derrière. Gabriel se raidit, mais ne recula pas comme toi, répondit-il dans un souffle, et le monde bascula. Leur premier baiser fut un orage. Sous le chêne centenaire du jardin, avec le mistral qui fouettait les feuilles, Martin attira Gabriel contre lui, ses mains calleuses glissant sur la peau douce du jeune homme. Les lèvres se rencontrèrent avec une urgence désespérée, un mélange de sel, des larmes et de vin rouge bu à la bouteille. Gabriel gémit softly, ses doigts s'enfouissant dans les cheveux bruns de Martin, et pour un instant, le passé s'effaça. Ils firent l'amour cette nuit-là, dans la chambre de Martin, où les draps de lin froissé portèrent les marques de leur redécouverte mutuelle. Le corps de Gabriel, mince et souple comme un jeune saule, s'arc-bouta sous les caresses expertes du cow-boy, qui explorait chaque courbe avec une révérence presque sacrée. « Tu es à moi maintenant » chuchota Martin, son souffle chaud contre la nuque de Gabriel. « Et toi à moi » répondit l'artiste, ses yeux brillants de larmes contenues. Mais les ombres planaient déjà. Une lettre arriva une semaine plus tard, cachetée d'un sceau familial que Martin reconnut aussitôt, l'emblème des Reilly, un taureau furieux gravé dans la cire rouge. À l'intérieur, une photo jaunie, un jeune homme souriant, aux yeux verts identiques à ceux de Gabriel, tenant un bébé dans ses bras. Son frère aîné, Thomas, disparu depuis 20 ans après une querelle explosive au ranch familial. Et sous la photo, une note manuscrite, « Il est ton neveu, Martin. Thomas l'a eu avant de s'enfuir en France. Reviens, ou perds tout. » Le cœur de Martin se serra comme dans un étau. La trahison n'était pas encore là, mais elle rôdait, prête à mordre. Le soleil de Provence dardait ses rayons impitoyables sur la ferme, transformant les champs en un tapis violet ondulant, mais dans la cuisine carrelée de Tomette, l'air était lourd de non-dit. Martin fixait la lettre, ses doigts tremblants froissant le papier fin. Gabriel, encore ensommeillé dans sa chemise ample, versa du café dans 2 tasses ébréchées. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix légère comme une brise d'été, ignorant le poison qui suintait des mots. Martin leva les yeux, ses yeux bleus qui avaient autrefois dompté des mustangs sauvages, maintenant voilés par une tempête intérieure. Rien d'important. Une vieille histoire de famille. Il mentait mal, sa voix se brisa sur le dernier mot, et Gabriel, avec l'intuition d'un artiste qui lit les ombres sur une toile vierge, s'approcha. Ses doigts fins effleurèrent la joue rugueuse de Martin, sentant la barbe naissante comme un terrain accidenté. « Parle-moi. Tu m'as sauvé, laisse-moi te sauver à ton tour. » Le cow-boy hésita, puis déplia la lettre. Les mots dansèrent devant les yeux de Gabriel, et son visage pâlit comme la craie des falaises de Calanque. Thomas. Mon père? Il recula, trébuchant contre la table rustique. Il m'a abandonné bébé, pour une femme française. Je n'ai jamais su qui était mon oncle côté paternel. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une cruauté inexorable. Martin, le sauveur, était le frère de Thomas, donc l'oncle de Gabriel. Le désir qui les avait unis n'était plus une flamme pure, mais un incendie maudit, nourri par les cendres d'un inceste involontaire. « Ce n'est pas possible » murmura Gabriel, les larmes coulant sur ses joues. Martin se leva, l'attirant dans ses bras, mais le geste était maintenant empoisonné. Je ne le savais pas. Dieu m'en est témoin. Ils pleurèrent ensemble ce matin-là, leurs corps enlacés dans une étreinte qui oscillait entre tendresse et tourment. Le baiser qui suivit fut amer, chargé de la saveur du regret, mais irrésistible. Gabriel s'accrocha à Martin comme à une bouée dans la tempête, ses lèvres cherchant celles du cow-boy avec une ferveur désespérée. Ça change quoi? L'amour ne connaît pas les liens de sang. Mais au fond d'eux, la graine du doute était plantée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de passion et de déni. Martin redoubla d'efforts pour chasser les fantômes, il emmenait Gabriel chevaucher dans les collines, où le vent emportait les murmures du passé. Sous un ciel azur, ils galopaient côte à côte, le rire de Gabriel résonnant comme une musique oubliée.
Le soir, dans l'étable parfumée de foin frais, leur corps se retrouvait avec une intensité accrue, comme pour défier le destin. Martin, avec sa force brute, soulevait Gabriel contre les balles de paille, ses mains explorant les courbes familières, tandis que l'artiste griffait le dos musclé du cow-boy, laissant des marques rouges comme des serments gravés dans la chair. « Je t'aime » haletait Gabriel, ses jambes enroulées autour des hanches de Martin, leur souffle se mêlant en un rythme primal. Plus que tout, répondait le cow-boy, son corps se mouvant en une danse lente et profonde, où chaque poussée était une affirmation contre l'interdit. Pourtant, le conflit couvait. Des appels anonymes commencèrent à hanter la ferme, une voix nasillarde, texane, exigeant le retour de Martin au ranch familial. « Ton frère a laissé des dettes, et ce gosse en fait partie. Ramène-le, ou on vient le chercher. » C'était Elias, le cousin cupide qui avait hérité du ranch après la disparition de Thomas. La trahison se matérialisait, Elias avait orchestré la vente aux enchères, utilisant les dettes de Thomas pour piéger Gabriel et forcer Martin à revenir, afin de s'emparer de la ferme provençale, dernier bien du cow-boy en Europe. Gabriel, apprenant cela par un appel intercepté, explosa. « Tu m'as sauvé pour me posséder? Pour régler tes comptes familiaux ?» Ils se disputèrent sous la pluie battante, les éclairs illuminant leurs visages déformés par la colère. Martin plaqua Gabriel contre le mur de la grange, leurs bouches se heurtant dans un baiser violent, mélange de rage et de désir. « Je t'ai sauvé parce que mon cœur l'a voulu, pas pour ces vautours, hurla-t-il, ses larmes se mêlant à la pluie. Gabriel céda, ses mains tirant sur la chemise trempée de Martin, et ils firent l'amour là, sur le sol boueux, un acte de rébellion contre le monde qui les séparait. Mais la fissure s'élargissait. Gabriel, hanté par ses origines, fouilla les papiers de Martin et trouva des lettres anciennes. Thomas avait fui le Texas non pas pour une femme, mais pour échapper à un amour interdit avec un autre homme, un scandale qui avait brisé la famille. « Étais-tu au courant » demanda Gabriel un soir, au coin du feu crépitant. Martin baissa la tête. « Non. Mais maintenant, je vois, nous sommes maudits par le sang. » La nuit fut longue, leurs corps enlacés mais leurs âmes distantes, comme deux îles séparées par un océan de secrets. Bientôt, le passé frappa à la porte. Elias débarqua un après-midi, flanqué de deux gorilles en costard, son sourire carnassier contrastant avec le paysage idyllique. « Petit-neveu » ricana-t-il en serrant la main de Gabriel, qui se raidit. « Et mon cher cousin Martin. Il est temps de rentrer au bercail. » La confrontation fut électrique, mots cinglants, regards assassins. Martin serra les poings, prêt à en découdre, mais Gabriel intervint. « Laissez-nous tranquilles. Cette vie est à nous. » Elias rit. « Votre vie ? C'est de l'inceste, les gars. Le monde entier le saura si vous ne signez pas les papiers de la ferme. » La trahison d'Elias vendre Gabriel pour un gain financier, manipuler le sang familial au coupa comme un couteau. Martin le mit dehors à coups de botte, mais le mal était fait. Gabriel, brisé, murmura, « Peut-être qu'il a raison. Peut-être que nous sommes condamnés. » Leur amour, si pur au début, se teintait maintenant d'une mélancolie profonde, un romantisme douloureux où chaque caresse était un adieu anticipé. Le Mistral se leva cette nuit-là, un vent furieux qui hurlait à travers les volets clos de la ferme, comme les démons de la famille Reilly venus réclamer leur dû. Martin et Gabriel étaient assis à la table de la cuisine, une bouteille de pastis entamée entre eux, ses reflets anisés dansant sur leurs visages lasses. Les révélations d'Elias avaient ouvert une plaie béante, non seulement l'inceste apparent, mais aussi la vérité sur Thomas. Le frère de Martin n'avait pas fui pour l'amour d'une Française, mais pour celui d'un amant masculin, un peintre parisien nommé Antoine Moreau, le père adoptif de Gabriel, qu'il avait élevé comme le sien après la mort prématurée de Thomas dans un accident de voiture, dissimulé pour éviter le scandale. « Tu n'es pas mon neveu de sang » murmura Martin, sa voix rauque brisée par l'émotion. Il tendit la main, effleurant celle de Gabriel, dont les doigts tremblaient. « Thomas et Antoine. Ils étaient amants. Tu es le fils d'Antoine, élevé dans le secret. » Gabriel releva la tête, ses yeux verts remplis d'un mélange de soulagement et de rage. « Pourquoi m'avoir menti toute ma vie? Et toi, pourquoi m'as-tu sauvé sans savoir ?» Le vent cognait aux fenêtres, un cœur funèbre à leur querelle. Martin se leva, arpentant la pièce comme un lion en cage. « Je t'ai sauvé parce que dès que je t'ai vu sur cette estrade, j'ai su. C'était comme voir Thomas jeune, mais avec quelque chose de plus pur, de plus vivant. » Il s'arrêta, le regard fixé sur Gabriel. « Et maintenant, je sais pourquoi, tu portes en toi l'amour qu'il a fui, l'amour que j'ai toujours cherché.
Les mots étaient un pont fragile sur l'abîme, mais Gabriel le traversa. Il se jeta dans les bras de Martin, leurs lèvres se scellant dans un baiser salé de larmes et de pastis. Le désir renaquit, plus intense, libéré du poids du sang maudit. Dans la chambre, éclairée seulement par une lampe à huile, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre avec une ferveur renouvelée. Martin, allongé sur le dos, laissa Gabriel chevaucher ses hanches, les mains de l'artiste posées sur son torse poilu, guidant le rythme lent et profond. « Montre-moi ton amour » gémit le cow-boy, ses doigts s'enfonçant dans les cuisses fermes de Gabriel. L'orgasme les frappa comme une vague, un cri étouffé dans la nuit, scellant leur union au-delà des mensonges. Pourtant, la paix fut éphémère. Elias, loin d'abandonner, lança une campagne sournoise, des rumeurs filtrèrent dans les villages provençaux, des insinuations sur l'Américain et son neveu indécent. Les voisins, autrefois amicaux, détournèrent les yeux au marché d'Aix. Puis vint la lettre officielle, une assignation au tribunal de Marseille, accusant Martin de détournement de mineurs, un mensonge grotesque, car Gabriel était majeur, mais amplifié par le scandale familial. La trahison culminait, Elias avait soudoyé des témoins de l'enchère, transformant l'acte héroïque de Martin en crime. Gabriel, dévasté, voulut fuir. « Rentrons à Paris. Affrontons-les ensemble. » Mais Martin refusa, son orgueil texan le clouant au sol. « Non. Cette terre est à nous. Je ne fuirai pas comme Thomas. » Le conflit s'envenima lors d'un dîner tendu, où Gabriel accusa Martin de le retenir par possessivité. « Tu m'aimes comme un trophée, pas comme un égal, » hurla-t-il, renversant la table. Les assiettes volèrent, le vin rouge éclaboussa le sol comme du sang. Martin, le cœur serré, attrapa Gabriel par les épaules. « Je t'aime comme un homme aime un homme, bordel. Pour ton rire, tes toiles, ta façon de gémir mon nom. » Le baiser qui suivit fut punitif, leurs dents s'entrechoquant, mais il se mua en une reddition douce. Ils roulèrent sur le tapis, vêtements arrachés, corps entrelacés dans une danse de réconciliation. Gabriel, à genoux, prit Martin dans sa bouche avec une dévotion ardente, ses yeux levés vers le cow-boy qui gémissait, les mains dans les cheveux noirs. « Pardonne-moi » murmura l'artiste, et Martin, au bord du précipice, répondit par un cri libérateur. Le lendemain, ils décidèrent de contre-attaquer. Gabriel contacta un avocat à Paris, un ami de son père adoptif, tandis que Martin renforçait les serrures de la ferme. Mais la nuit apporta l'horreur, des ombres surgirent dans la cour, des hommes de main d'Elias. Une bagarre éclata près de l'écurie, Martin, armé seulement de son lasso, en neutralisa deux, mais un coup de couteau effleura son flanc, traçant une ligne de feu. Gabriel, hurlant, bondit avec une fourche, repoussant l'assaillant. « Touchez-le encore, et je vous tue. » Sa voix, habituellement mélodieuse, était un cri primal. Ils fuirent dans la maison, barricadant la porte, le sang de Martin tachant le carrelage. Allongé sur le lit, torse bandé d'un linge improvisé, Martin attira Gabriel contre lui. « C'est fini. On vend la ferme, on part loin. » Mais Gabriel secoua la tête, ses doigts caressant la cicatrice naissante. « Non. On se bat. Pour nous, pour Thomas, pour tous ceux qui ont aimé dans l'ombre. » Leur étreinte fut tendre cette fois, un slow burn de baisers et de murmures, où Martin pénétra Gabriel avec une douceur infinie, leur regard verrouillé dans une promesse silencieuse. L'orgasme fut un sanglot partagé, un vœu contre le monde. Pourtant, le doute persistait. Elias envoya une vidéo, des images volées de leur nuit d'amour, manipulées pour suggérer l'inceste. Signé, ou sa part aux médias. La trahison atteignait son paroxysme, forçant Gabriel à questionner, était-ce vraiment de l'amour, ou une prison dorée? Le vent hurlait toujours, portant les échos d'un passé qui refusait de mourir. Paris les rappela comme une amante jalouse, ses boulevards haussmanniens bruissant de secrets sous un ciel d'ardoise. Martin et Gabriel prirent le TGV à vive allure, la Provence s'effaçant derrière eux comme un rêve brisé. La blessure de Martin, pensée à la va-vite, pulsait à chaque chaos, un rappel lancinant de la violence familiale. Gabriel, les traits tirés, serrait la main du cow-boy dans la voiture-lit, leurs doigts entrelacés comme une encre. « On va gagner » murmura-t-il, mais ses yeux trahissaient la peur de perdre Martin, peur de se perdre lui-même dans ce tourbillon de révélations. La capitale les avala avec sa voracité habituelle. Ils s'installèrent dans un petit hôtel du quartier latin, une chambre mansardée avec vue sur la Seine scintillante. L'avocat, Maître Duval, un homme sec aux lunettes pincées, les reçut dans un cabinet lambrissé du 7e arrondissement. Les preuves d'Elias sont fabriquées,
mais le scandale familial. C'est du dynamite. Êtes-vous prêt à tout révéler? Martin, adossé au mur, croisa les bras. Pour lui, oui. Gabriel rougit, son genou effleurant celui de Martin sous la table, un contact furtif qui raviva le feu entre eux. Les audiences au tribunal de Paris furent un calvaire. Elias, en costume 3 pièces, joua l'outragé, déversant des mensonges sur elle et l'inceste texan importé en France. Les flashs des paparazzi crépitaient dehors, les tabloïds titrant Le cow-boy et son neveu, amour maudit à la ferme. Gabriel, témoignant d'une voix ferme, raconta l'enchère, le sauvetage, l'amour né dans la poussière de Provence. Ce n'est pas du sang qui nous unit, mais des âmes. Martin, suivant, parla de Thomas avec une émotion brute, mon frère a aimé librement, et je fais de même. Elias n'est qu'un vautour sur des tombes vides. Mais la trahison frappa plus bas. Lors d'une pause, Gabriel surprit Elias en conciliabule avec un journaliste, offrant des détails intimes volés ou des nuits d'amour décrites avec une crudité obscène. Pire, une lettre de la mère de Gabriel, la veuve d'Antoine, révélant que Thomas n'était pas mort dans un accident, mais s'était suicidé, accablé par le rejet homophobe de la famille Reilly. Ils l'ont tué, sanglota Gabriel dans les bras de Martin, au bord de la Seine, où les eaux troubles reflétaient les lumières des bateaux-mouches. Le cow-boy, impuissant, le serra fort. Pas nous. Nous vivrons pour lui. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, leur amour se fit catharsis. Gabriel, nu sous la douche fumante, attira Martin sous le jet chaud. L'eau cascadait sur leur corps, lavant les saletés du jour. « Aime-moi comme si c'était la fin » murmura l'artiste, ses lèvres glissant sur le cou du cow-boy. Martin le plaqua contre les carreaux froids, ses mains puissantes relevant les cuisses de Gabriel, pénétrant avec une urgence mêlée de désespoir. Leurs gémissements se mêlèrent au bruit de l'eau, un rythme frénétique où chaque coup de rein était un défi au destin. Gabriel cria le nom de Martin, ses ongles marquant les épaules larges, et l'orgasme les submergea comme une crue, les laissant pantelants, enlacés sous le déluge. Le procès culmina en un après-midi pluvieux. Maître Duval produisit des documents irréfutables, tests ADN prouvant que Gabriel n'était pas le fils biologique de Thomas, mais bien d'Antoine, et témoignages d'amis parisiens confirmant l'amour de Thomas. Elias, acculé, craqua sous le feu croisé des questions, avouant avoir fabriqué les rumeurs pour s'approprier les biens. C'était pour la famille, hurla-t-il, mais le juge, une femme aux yeux d'acier, le coupa, la famille n'est pas un prétexte pour la cupidité. Le marteau tomba, acquittement pour Martin et Gabriel, condamnation pour Elias à 5 ans de prison. La victoire fut douce amère. Dehors, sous la pluie fine de novembre, ils marchèrent le long des quais, main dans la main, ignorant les regards curieux. C'est fini, dit Martin, mais Gabriel secoua la tête. Non. C'est le début. Mais. Et si l'amour était trop lourd? Le doute, semé par les épreuves, germait, la romance, si intense, avait été forgée dans le drame, pouvait-elle survivre à la paix? Ils rentrèrent en Provence par le train de nuit, le wagon brinque-ballant comme leur cœur. À la ferme, les champs ravagés par le Mistral les attendaient, mais aussi une toile inachevée de Gabriel, un cow-boy et un artiste enlacés sous un ciel étoilé, symbole d'un amour transcendant. Ce soir-là, ils firent l'amour sur le sol de l'atelier, entourés de couleurs vives, un acte lent et exploratoire où Martin embrassa chaque cicatrice de Gabriel, et l'artiste traça des motifs imaginaires sur la peau du cow-boy. Pour toujours, jurèrent-ils, mais l'ombre d'Elias, même en prison, planait encore une menace de chantage final. L'aube se leva sur la Provence comme une promesse timide, les premières lueurs rosées caressant les vignes alourdies de raisins mûrs. Martin et Gabriel, épuisés par le voyage, s'éveillèrent dans le lit défait de la ferme, leur corps emmêlés dans un cocon de drap froissé. La victoire au tribunal avait lavé les accusations, mais pas les plaies intimes. Elias purgeait sa peine à Fresnes, c'est bien saisi, mais il avait laissé un dernier poison, une cassette audio, envoyée par courrier anonyme, contenant la voix de Thomas enregistrée des années plus tôt. Martin, si tu écoutes ça, c'est que je suis parti. Protège mon fils, Gabriel n'est pas de mon sang, mais de mon cœur. Aime-le comme je n'ai pas pu aimer librement. Les mots, craquelés par le temps, firent éclater le dernier barrage. Gabriel pleura contre l'épaule de Martin, un torrent libérateur. Il m'a aimé, malgré tout. Le cow-boy, les yeux humides, caressa les cheveux de son amant. Et moi, je t'aime plus que la vie. Leur baiser fut un saut, profond et langoureux, menant à une union matinale douce, où le soleil filtrant par les volets dansait sur leur peau nue. Gabriel,
à califourchon sur Martin, bougea avec une grâce fluide, ses mains posées sur le cœur battant du cow-boy, tandis que le regard restait verrouillé dans une intimité absolue. L'orgasme vint comme une vague paisible, un murmure partagé, pour Thomas. La reconstruction commença. Martin répara la grange endommagée, ses muscles saillants luisant de sueur sous le soleil d'hiver, tandis que Gabriel exposait ses toiles à une galerie d'Avignon où des œuvres inspirées de leur histoire, des cow-boys provençaux et des artistes errants, symboles d'un amour résili. Les critiques parlèrent d'une poésie homosexuelle ancrée dans le terroir, et les ventes affluèrent, effaçant les dettes fantômes. Mais le vrai conflit surgit de l'intérieur. Gabriel, hanté par le suicide de Thomas, douta un soir au dîner. Et si notre amour était une malédiction? Elias a raison, nous portons le poids des morts. Martin, posant sa fourchette, prit le visage de Gabriel entre ses mains calleuses. L'amour n'est pas une malédiction, c'est une rédemption. Thomas est mort pour qu'on vive. Les mots, prononcés avec l'assurance d'un homme qui a dompté des tempêtes, brisèrent la glace. Ils sortirent dans le jardin, sous les étoiles provençales, et parlèrent jusqu'à l'aube de rêves d'enfants adoptés, de voyages au Texas pour honorer Thomas, d'une vie tissée de couleurs et de lasso. Le chaos au final vint inopiné, une visite surprise de la mère de Gabriel, Élise, une femme élégante aux cheveux grisonnants, débarquant de Paris avec une valise de souvenirs. Je savais pour Antoine et Thomas, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. J'ai menti pour protéger Gabriel. La réconciliation fut émouvante, Élise embrassa Martin comme un fils, et ensemble, ils brûlèrent les lettres empoisonnées d'Elias dans un feu de joie au milieu des champs. Vous êtes ma famille maintenant, dit-elle, et Gabriel, serrant la main de Martin, sentit le dernier nœud se défaire. Pourtant, la bique ACH rôdait subtilement. Des mois plus tard, lors d'une balade à cheval, Martin confia son cancer à un diagnostic récent, caché pour ne pas alourdir leur joie. Je n'ai que 6 mois, murmura-t-il, sous le chêne centenaire. Gabriel s'effondra, son cri résonnant dans les collines. Non. Pas après tout ça. Leur dernier acte d'amour fut un rituel, sur la couverture étendue sous l'arbre, ils s'unirent avec une tendresse infinie, Martin guidant Gabriel dans une danse lente, leur corps synchronisés comme un cœur unique. Vis pour nous, souffla le cow-boy, et l'orgasme fut un adieu lumineux, chargé d'étoiles tombantes. Martin s'éteignit au printemps, paisiblement dans son lit, entouré de toiles de Gabriel et du parfum de lavande. Le jeune artiste, veuf trop tôt, enterra son amour sous le chêne, gravant sur la pierre, à mon cow-boy, sauveur d'âme. La fin était bic ACH, mais non VN, Gabriel transforma la ferme en un havre pour artistes LGBTQ+, un legs d'amour libre. Des années plus tard, un jeune peintre aux yeux bleus arriva, rappelant Martin, et Gabriel sourit à l'amour, comme la vigne, renaissait toujours. Ainsi, dans les vignes éternelles de Provence, l'histoire de Martin et Gabriel devint légende, un cow-boy gay qui sauva non seulement un garçon, mais une lignée d'âmes brisées, prouvant que l'amour, même face à la trahison et à la mort, fleurit inéluctablement.